ce qui va intéresser Bertrand d'Orléac, c'est de commencer par, je vais essayer de suivre en intro 3 choses qu'elle dit. Le mot nature morte ne représente pas bien le genre, comment le genre arrive, mais elle va plus loin et c'est très intéressant, c'est qu'elle dit on va pas parler d'objets, on va parler des choses en fait. C'est-à-dire que un objet c'est quelque chose qui est mis à distance, alors que les choses c'est quelque chose, c'est compliqué à dire, hein, ce sont des objets mais qui ont une communauté avec nous, qui font partie de nous. Et c'est pour ça que son introduction elle va avec si vous venez en cours de philo à l'occasion, avec la transformation intellectuelle qu'on est en train de vivre sur notre rapport à la Terre. Vous connaissez sans doute Philippe Descola qui emploie le terme de Gaïa, c'est-à-dire on ne parlerait plus de la Terre et de la nature comme quelque chose d'extérieur à l'homme. L'homme serait plus séparé du reste des choses, mais il serait une sorte de communauté avec les choses. Et c'est pour ça qu'il prend ce terme Gaïa, qui est le nom de la Terre au sens général. Et pour le dire d'une façon, c'est un peu verbeux, mais c'est plus compréhensible, il y a une communauté des humains et des non-humains. En fait, on est tous ensemble. Et avec le nom de Gaïa, on a l'idée que, vous savez, si un humain est agressé, on va le défendre. Il y a un droit pour ça. Mais la notion de Gaïa chez Descola, c'est le fait que s'il y a agression d'un cours d'eau, s'il y a agression d'un arbre, s'il y a agression de quelque chose, ça devient la même communauté. Et j'en parlerai parce que dans 2 mois, il y a une femme qui s'appelle Donna Haraway, qui était artiste aussi, qui a écrit un livre sur les espèces compagnes, c'est-à-dire le fait que les animaux ne seraient pas des objets seulement, mais aussi membres d'une communauté commune. Et puisque, puisque ça circule et que je suis avec des gens qui savent que c'est de l'humour, elle parle il ne faut pas se louper parce que c'est sur Internet, elle parle des compostistes, c'est-à-dire de se considérer non plus, nous ne sommes plus poussière, mais nous sommes compost. Et quand on pense compost, on pense qu'on est virtuellement, alors il n'y a plus de divinité dans cette histoire, on est virtuellement de l'humus pour la suite. Ce qui nous rend, humus vient du même endroit, d'ailleurs, ça nous donne de l'humilité. Et cette idée qu'elle est en train de transformer dans l'intro, Bertrand d'Orléac, c'est de dire il ne faut plus voir la nature morte comme un sous-genre. Dans l'histoire de l'art, il a été vraiment mis à l'écart, mais comme un jeu avec comme une réflexion sur notre rapport aux choses. Et c'est pour ça que je vais parler non seulement dans l'introduction de comment les objets commencent à être représentés, comment avant la Renaissance, et pas qu'en Italie, parce qu'en fait, le grand chercheur sur ce sujet, on ne s'est pas intéressé à la nature morte. Il s'appelle James Sterling, il a fait une exposition en 51 à Paris qui a été très très célèbre, et il est le premier à s'intéresser à la nature morte comme genre, et en fait, d'Orléac s'appuie beaucoup sur ce travail, mais elle dit, il y a 3 choses que je veux changer, c'est ce nom de nature morte qu'il faudrait faire évoluer, il y a quelque chose d'une communauté, d'un ensemble, du rapport à la vie et de notre commerce avec les choses, qu'on va retrouver, c'est là où je veux en venir à la fin, avec Francis Ponge, qui est un merveilleux poète du XXe siècle, qui parle du pain, des cajots, des pommes de terre, comme d'un objet, allez, je vais dire familial, comme s'il faisait partie de chez nous. Et deuxième idée qui est contrecarrée, que je vais montrer, ça n'apparaît pas la nature morte qu'en Italie, et pas qu'au XVIIe siècle hollandais, ça apparaît un petit peu il y en a dans la Grèce, je vais le raconter, mais la vraie genre nature morte, c'est pas que le XVIIe siècle hollandais. Il apparaît chez Robert Campin, chez Van Eyck au XVe siècle, au XVIe siècle chez les Flamands, et puis au XVIIe, il y aura la grande époque, c'est quand même vrai. Et la troisième chose qu'elle va faire évoluer, et qui est tout à fait passionnant, c'est comme ça que je vais parler de Bœuf, de Rembrandt, et des natures mortes de Chardin, c'est que notre rapport aux objets, et par exemple aux animaux sacrifiés, va être changé. Et pourquoi j'ai besoin de raconter tout ça avec une pomme au-dessus de la tête, c'est que si je simplifie, les objets sont autour de nous, on vit avec, on les bouffe,
on les utilise, on les jette, ou à une certaine époque plus ancienne, on commence à y revenir, on les garde, on les répare. Donc on a un commerce, un échange avec eux qui fait qu'ils sont familiers, qu'on les conserve comme ton Opinel dans ta poche quand tu as 5 ans, et tu le chéris. Et on a ce rapport-là avec les animaux aussi pendant longtemps, ce qui n'empêche pas de les zigouiller et de les manger, mais justement, c'est pour ça que je parlais de bœuf. Il y aurait une bascule au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, dans le rapport avec les animaux, par exemple, une espèce de tendresse, entre guillemets, qui commence à se créer et qui va me permettre d'expliquer comment le sentiment moderne arrive, en fait, dans les objets. Dans le rapport aux objets, il y a quelque chose chez Chardin, dans les natures mortes impressionnistes, quelque chose de gentil, on va dire, de mignon. Et toute cette charge soit d'un objet à distance, soit d'un objet qui était religieux avec une signification symbolique, va s'en aller, en fait, il va se transformer. Et c'est ce qui permet, c'est la dernière partie, dans cette heure, de comprendre pourquoi Dali et pourquoi Magritte jouent avec les objets. Ils sont devenus un peu neutres, en fait. Ils peuvent s'en amuser comme des symboles, mais qui ne symbolisent plus grand-chose. Et encore mieux, voilà de la nature morte de bon niveau, Warhol sous le crâne. Ce qui est à la fois un jeu, une blague avec toutes les séries de photos Polaroid que fait Warhol, et quand même, enfin maintenant, ils se ressemblent. Hein. C'est-à-dire, ils sont l'un avec l'autre. C'est quand même un jeu avec la mort, c'est toujours au cœur de toutes les images. Hein. Et un jeu avec les fruits comme un symbole, en fait. Voilà, une banane, c'est normalement un objet, on va le voir dans les natures mortes de fruits, qui symbolise la nature, qui symbolise l'abondance, qui symbolise la richesse d'avoir des choses. Mais quand Warhol le met sur une couverture de disque et puis on peut peler la banane, c'est un autocollant, et on voit derrière. Bon, on est entre nous, j'ai coupé votre micro. J'hésitais, je me dis, est-ce qu'on peut dire une quéquette? Mais en fait, non, c'est quand même une bite. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'elle soit rose, et quand même assez centrale. Donc, c'est pas un petit truc, une évocation. Et on connaît la facétie de Warhol. Donc, tu as la pochette de disque, tu peux retirer l'autocollant, et en dessous, il y a une surprise. Voilà, ça montre que l'objet, avec le temps, est passé à un rapport au symbolique très différent. C'est ça qu'on va regarder, en fait. Comment les objets sont dans la vie de tous les jours en vrac, sans intérêt, pas peints, comment ils vont devenir des symboles et comment ils vont quitter cette symbolique. Quand on fait un petit historique d'avant la Renaissance, vous me direz si vous voulez faire une coupure. Cette représentation que d'Orléac redit, c'est qu'il y a donc représentation d'objets, parce qu'elle ne dit pas objet, elle dit chose, alors, qui nous servent. Et moi, c'est l'alimentation, la nourriture qui m'intéresse. Donc, il s'agit de montrer les animaux peints ne sont pas des natures mortes. Alors, s'ils sont tués, ils le sont. Ils ne sont pas forcément prêts à manger. Elle fait une comparaison redoutable avec des morceaux une nature morte que je ne vais pas vous montrer, mais d'un mouton écorché de Goya, et qu'elle met en vis-à-vis, page parallèle, avec les restes humains peints par Géricault, qu'il était peindre à la morgue. Ça fait un drôle d'effet de voir des bouts de barbac côte-côte. Ce rapport au monde des animaux morts, c'est ce qui fait la nature morte, mais les objets sont aussi dans les natures mortes. Je suis obligé d'en parler un petit peu, mais c'est la nourriture qui va m'intéresser. Donc, des représentations d'objets, il y en a très tôt. C'est la première idée à laquelle elle tord le cou, c'est-à-dire ça ne naît pas avec la Renaissance flamande. On a des représentations Ici, c'est des reliefs votifs de Mésopotamie. On est en moins 2500. Ils ont des objets à la main qui sont tout à fait reconnaissables, qui sont tout à fait usuels et qui sont en même temps... c'est ça qui lui pose des difficultés, c'est que les objets sont toujours en train de symboliser quelque chose. Puisque les religions s'appuient sur une incarnation symbolique par un objet. C'est-à-dire le vin signifie quelque chose, on va prendre ce qu'on connaît dans le monde occidental, du sang, mais soit dit en passant, le rapport entre du pain et de la chair, c'est pas si évident que ça, mais voilà, l'affirmation de métaphore fait que par la religion, petit à petit, tous les objets vont prendre un intérêt. Sinon,
ils sont assez peu dans l'histoire de l'art, en fait. On fait plutôt des portraits, on fait plutôt des représentations décoratives et on s'intéresse peu aux objets. Quand on cherche cette trace-là, vous vous doutez qu'ici, on est plus face à un symbole gravé dans la pierre qu'une nature morte. Et puisqu'on a l'idée qu'une nature morte serait des objets entassés ou en vrac, prêts à être utilisés. Et ce qui m'intéressait dans cette séance-là, c'est que comme Catherine, comme Audrey, on fait des sortes de parcours énormes, et que c'est très difficile de faire ça, en fait, de parcourir des siècles entiers. Je me disais qu'il fallait qu'on articule ça à la réflexion de ce qu'est le genre nature morte aussi. Ce qu'on a très peu fait depuis toutes ces années d'histoire de l'art, parce que vous seriez venu au début, j'avais des cheveux encore. Et donc la représentation d'un genre, c'est l'occasion de réfléchir à ce qu'est l'art, en fait, à ce qu'est s'il y a genre nature morte, comment est-ce qu'il arrive, pourquoi est-ce qu'on se met à peindre ça. Alors, on peut représenter des haches parce qu'elles servent de repères symboliques pour comprendre comment on doit respecter les objets et comment on doit s'en servir. On peut représenter les objets parce qu'ils servent à des cérémonies ponctuelles, mais on ne les représente pas en tant que tels, en fait. On ne les représente pas pour eux-mêmes. Et pendant toute cette arrivée de la nature morte, ce que je vais raconter là, il va falloir que les objets aient un sens religieux, entre guillemets, qui signifie quelque chose d'autre, qui soit à côté de saints patrons ou qui soit à côté du Christ pour qu'il y ait du pain ou un verre de vin, mais qui signifie toujours quelque chose d'autre qu'eux. Ils sont toujours le symbole, puisque vous savez que le principe de Cymbalon, c'est d'être relié à quelque chose. Donc, ce que je te montre, c'est... qu'est-ce que c'est l'exemple le mieux? Oui, c'est le lion est le symbole de la force. Donc, je vois un lion, je vois une image de lion, je pense à la force. Mais si j'ai pas le point de repère, je peux très bien associer le lion à la douceur parce que c'est une peluche et que j'en ai un depuis que je suis tout petit. Et donc, ce lien de ce que ça signifie, il circule entre les gens qui regardent et qui partagent les objets. Si le lion, c'est le symbole, je ne sais pas, de la manucure dans un pays que j'ignore, le symbole ne fonctionnera pas. C'est pour ça qu'on a des problèmes d'interprétation entre historiens de l'art et historiens tout court, à retrouver quelquefois ce que signifie l'objet. Et c'est pour ça que mon histoire d'aujourd'hui, c'est l'arrivée de l'objet dans l'art, il est lié à une utilisation symbolique, puisqu'en fait, on est devant des choses usuelles dont on ne se soucie pas, on ne se soucie pas de les représenter, et même au XVIe, surtout XVIIe siècle, quand on va commencer à inventer la hiérarchie des arts, la nature morte, c'est tout en bas, il y a des livres sur la hiérarchie d'art qui ne mentionnent même pas les peintres de nature morte. Ils ont un petit problème d'ailleurs avec Chardin, c'est il signale, je vous le dirai après, que c'est le génie dans un genre médiocre. Ça fait jamais plaisir, mais il n'y a pas d'intérêt pour les choses parce qu'elles sont à la fois dans notre vie de tous les jours. Et Audrey a bien montré que tous les arts appliqués faisaient que on l'a vu dans quelque chose d'artistique, mais ce n'est pas considéré comme tel puisque ça ne vaut pas en soi, c'est toujours lié à une utilité. Et on a pourtant des traces, c'est ça le retournement de Bertrand d'Orléac, c'est que quand on ouvre et qu'on n'est pas que dans une histoire occidentale, là on est vers 1200, c'est un peintre chinois qui représente 6 kakis. 6 objets à manger qui sont d'une simplicité, c'est très très beau, hein, c'est redoutablement efficace. Attendez que je retrouve le petit paragraphe où elle en parle, c'est quand même trop bien. Dans les 6 kakis considérés comme un chef-d'œuvre à la fois en Extrême-Orient et dans nos contrées, en vertu de notre goût pour la spontanéité et l'abstraction. Voilà. On a aussi un regard, elle y prête attention très souvent. On a un regard d'aujourd'hui qui fait que quand on regarde quelque chose d'ancien, il y a interférence tout le temps. Et faire attention à comment on regarde fait partie du travail de l'histoire de l'art. Et c'est ça, la description est le premier fruit à gauche est d'une grande élégance, comme un cercle à peine dessiné rempli de l'espace irrégulier du fond. C'est bien les gens qui écrivent bien, je vous le redis. Le premier fruit est d'une grande élégance, comme un cercle à peine dessiné rempli de l'espace irrégulier du fond. Muki, c'est son nom, fait apparaître le second plus ancré, plus incarné, qui touche à peine le premier.
Le troisième ressemble au second, mais il est plus petit et moins régulier. Placé sensiblement au-dessous des autres, il est comme refermé sur lui-même et s'intègre dans cette suite que le temps et le mûrissement ont peut-être déjà atteinte. C'est-à-dire qu'elle dit que non seulement il y a une variété de fruits, il y a un noir, un gris, un blanc, on va dire, c'est pas leur couleur, c'est leur différence de maturité. Et la simplicité des moyens permet quand même de montrer le rapport entre les objets. Et puis en sous-texte, on va le voir tout du long, les objets, c'est l'opportunité pour un artiste de montrer ce qu'est la peinture, en fait, de s'exercer à la peinture, de se confronter à un truc tout bête et tout simple. Le quatrième kaki est nettement plus sombre que les précédents, il est plus large, plus haut et plus carré, comme s'il était plus mûr et plus stable. Le cinquième lui ressemble assez, mais il est légèrement moins gros et frôle à peine son voisin, alors que le sixième et dernier est en partie caché par le précédent. Il est comme le premier, dessiné d'un cercle laissé vide, mais plein de l'espace infini. Elle a déroulé sa description comme si le premier c'était le dernier. C'est trop bien. Bien qu'il ne repose sur aucune table, les 6 kakis existent pleinement dans la partie basse de cette œuvre qui n'a pas de centre. Il est vrai que les troisième et quatrième kakis assurent un équilibre dont l'ensemble profite alors que l'on ne discerne aucune lumière, aucune ombre, juste une forme de dessin délicat avec pour simple détail les pédoncules et collerettes sur les fruits. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de repère spatial et c'est la forme des objets eux-mêmes qui donne quelque chose comme ça. Ainsi, même le sujet mineur par excellence de 6 fruits peut receler un sens profond, métaphysique, servi par une dextérité qui n'entrave pas la spontanéité. Et je ne sais pas assez la spiritualité chinoise, dont je vous le lis bêtement. Cette œuvre habitée par la pensée Chan, intransmissible par la parole, qui ménage la surprise d'une révélation susceptible d'intervenir de manière subite, l'illumination survenant au contact des manifestations les plus humbles de la nature. La représentation du monde, la représentation des objets va apparaître d'abord, avant d'être religieuse, par le goût de regarder les merveilles autour de nous, par le goût de montrer la simplicité des choses autour de nous. Alors quand on rentre avant que de devenir, là je suis en 1300, avant de devenir nature morte en soi, cette petite Madone de Buenacorso a une petite, j'ai pas trouvé mieux comme définition, il est au Louvre, a un petit ouvrage de couture derrière elle. Voilà, quand elle attend son petit, comme ça, elle s'occupe. Ce qui, quand même, quand on y réfléchit, la tension continuelle de la nature morte, c'est que on va prendre le terme prosaïque, c'est-à-dire prosaïque, c'est quand l'objet il est un peu bête, un peu concret. Si je suis l'exemple, je vais le montrer avec Campin, mais je trouve cet exemple extraordinaire. Vous allez avoir des peintres flamands qui vont peindre une annonciation. Donc, l'ange Gabriel va se présenter face à la Vierge Marie pour lui dire qu'elle va accoucher, et quand même pas rien. Et derrière elle, dans la pièce, il y a un petit crucifix. Ce télescopage spatio-temporel est génial, extraordinaire. Il n'est pas encore né, qu'il est déjà... Et c'est à la fois une astuce pour jouer avec le temps, ce qui pose problème à la peinture tout le temps, de mettre un objet qui raconte quelque chose. Mais il est en même temps prosaïque parce que c'est un truc de la vie de tous les jours. Il est peut-être là, je plaisante parce que j'en sais rien, mais peut-être qu'il était dans un intérieur et que le Robert Campin a peint cet intérieur et qu'il n'a pas pensé à le retirer. C'est une plaisanterie, j'espère, vu son génie, qu'il y avait pensé. Enfin, j'en suis sûr même. Ce que je veux dire par là, c'est que normalement, la Vierge Marie incarne une personne plus qu'humaine, ou en tout cas humaine et en rapport avec le plus qu'humain, et le fait de mettre un petit ouvrage de couture la rend prosaïque et lui donne quelque chose de concret. Voilà pourquoi la nature morte ne va pas au début être autonome, en fait. Elle ramène trop au réel. La première qui apparaît dans cette exposition sur la nature morte et dans ce grand catalogue de Sterling, qui est un peu une référence, peut-être que Bertrand d'Orléac va le devenir, mais c'est cette œuvre qui est anonyme et qui montre
tout le savoir-faire des peintres. Alors, un peu avant ça, non, je vais le montrer après. Maintenant, c'est au musée Unterlinden de Colmar. Il y a normalement le titre, la date et le lieu dans la légende au-dessus. C'est anonyme. Et puis, Gombrich, des gens qui se penchent beaucoup sur le savoir-faire des peintres flamands de la Renaissance, puisque je suis en 1470, ça va arriver, décrypte l'écriture allemande en partie sur le pot. Alors ma photo est un peu pixelisée, là aussi j'en ai pas trouvé beaucoup, c'était compliqué. Et c'est un petit pot de pharmacopée. C'est et vraisemblablement un panneau qui servirait dans une pharmacie à masquer l'endroit où il y a les médicaments. Donc un jeu décoratif. Et beaucoup de cette représentation des objets, je ne l'ai pas montré parce que ça serait long, et puis déjà, je mets beaucoup de temps à expliquer tout ça. On a des représentations des objets de la vie de tous les jours, chez les Grecs, chez les Romains, sur le carrelage à même le sol, des arêtes de poissons dans des cuisines, des fruits représentés sur des étagères, comme un trompe-l'œil en fait, vraisemblablement accrochés dans des cuisines. C'est-à-dire que la représentation du monde de la vie de tous les jours, elle est un prétexte pour un peintre à s'entraîner, et elle n'est pas considérée comme artistique, entre guillemets, pendant très longtemps, parce qu'elle elle fait partie de notre rapport aux choses de la vie de tous les jours. C'est pour ça que cette récupération chrétienne du monde des objets pour en faire des symboles va aider l'histoire de l'art à en faire un genre en soi. C'est ça que c'était aller-retour du symbole au non-symbole qui est intéressant. Donc là, on a des objets dans une pharmacie qui sont, je ne peux pas scanner beaucoup tellement c'est pixelisé, je ne peux pas zoomer, qui sont une tromperie sur ce qu'on a devant nous. Comme d'habitude, il y a des objets, des reflets, des objets mat, des matières différentes, mais des fruits, c'est-à-dire des choses périssables, qui vont aussi rappeler continuellement la nourriture est là pour ça, que tout périt et que tout va changer d'apparence très rapidement. Et que, comme symbole, on ne peut pas faire mieux d'ailleurs. Il suffit d'avoir... les fruits sont les plus efficaces pour ça. Si vous mettez des noix, on n'a pas ce sentiment de périssable immédiatement. Hein. Si vous mettez une pomme ou un abricot, on va comprendre ça tout de suite, y compris si l'objet est très exotique, c'est-à-dire s'il vient de contrées où il est peu connu, ce qu'on va voir chez Van Eyck. Et puis, la dernière petite chose quand même qui en fait un petit chef-d'œuvre, il faut aller à Colmar. Hein. C'est la sortie. On sort, on va à Colmar, on picole. C'est la porte entrouverte, en fait, qui accentue encore le trompe-l'œil, mais qui... Là, il n'y a pas besoin de lire beaucoup de livres d'histoire de l'art pour se dire que l'artiste veut nous tromper, veut montrer qu'il contrôle la tromperie, et donc veut nous dire il y a un truc derrière que tu ne peux pas voir, que moi je vois, en fait. C'est-à-dire c'est toujours un jeu de ce qui est visible, de ce qui n'est pas visible, et de ce que je peux te montrer ou pas montrer. Donc les objets arrivent dans une représentation de la vie quotidienne, en fait. Et ils arrivent sur une dernière chose en pré-Renaissance, on va dire. C'est en Italie là, parce que la nature morte arrive en Flandre, en Italie aussi. C'est une sorte de double mouvement. C'est encore une chose que, si vous avez lu des livres d'histoire de l'art il y a longtemps, le ton de Bertrand d'Orléac est très nouveau, je trouve très différent. C'est-à-dire que elle dit que Sterling est encore dans une histoire de l'art par pays ou international, par mouvement, par courant, en disant que... Et en fait, on se rend compte que quand on élargit le regard, qu'il y a plein d'endroits où ça arrive en même temps. Et donc, il s'agit plutôt d'espèces de pôles de développement simultanés, et que le travail de l'historien de l'art, c'est de voir comment il circule ces idées, mais plus forcément par pays, comme si la Renaissance italienne ou flamande était la première à avoir fait tel sujet. Ce qui apparaît là, c'est en Italie, si vous avez visité à Fontainebleau le travail de Ugo de Scarpi, c'est de la marqueterie d'un niveau invraisemblable. Hein. C'est-à-dire ce sont des lamelles de bois collées qui vont copier des peintures qui sont poncées après. Et
La meilleure photo, elle est pas libre de droit, mais j'en mets jamais, mais d'habitude. Mais là, c'est quand même plus pratique à voir. C'est-à-dire, on est sur des meubles, des bas de murs, sur lequel, au lieu de mettre un bois unique, on va copier avec des centaines, des milliers de petits morceaux de bois. Et vous voyez que ma porte de placard en dessous, elle est là. Elle n'est pas ouverte, hein. Copier la réalité. Faire croire que. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en marge de l'œuvre d'art. C'est pour ça que je vous parle de Fontainebleau qui est plus tard, mais on est sur tout le bas de la grande galerie François Ier, où on a cet art de la marqueterie qui s'est développé beaucoup grâce à Raphaël, qui va copier des objets, en fait. Puisqu'on est dans la marge et qu'on est sur des choses peu intéressantes, usuelles, on le voit un peu ici, vous voyez, une corbeille de fruits. Les fruits, les objets à manger, ils vont être soit des symboles à gauche, petit sablier, du temps qui passe, de la mortalité de ceux qui l'ont fait et de ceux qui regardent. Et donc, symbole, c'est vraiment relié à une idée. Il faut que l'image raconte quelque chose caché derrière elle. Et en même temps, symbole ça c'est un jeu de mots, mais du savoir-faire de celui qui le fait, en fait. Ça va être très, très à la mode et puis ça va disparaître, c'est assez fragile. Mais c'est pour ça que les objets ne sont pas considérés encore comme tels, ils sont dans la marge. Ils ne sont pas dignes d'être peints. Alors j'arrive dans la Renaissance, c'est Dürer, qui est un génie, c'est tout simple, on ne va pas dire plus. Dessin de Dürer, donc je résume, on a une première Renaissance, elle est 1450, et puis une deuxième 1515. La première Renaissance va s'intéresser à la représentation du monde parce que la religion chrétienne s'est intéressée à cette symbolique, a appuyé le développement de sa notoriété sur les symboles liés aux objets, même s'il y avait évidemment à Rome et chez les Grecs toujours un symbole, un lien religieux par les objets. Et on rend hommage au pénate en versant de l'eau dans une jarre à Rome avant d'entrer dans sa maison, dans ses pénates. Et donc cette symbolique du liquide, du solide, du périssable, de la nourriture qu'on ingère et qui entre en nous, qui est comme Dieu, qui c'est pain ou hostie, ça existe toujours. Et donc c'est pour ça que les objets sont présents. Ils n'existent pas en tant que tels. Mais avec le développement, qu'est-ce qui se passe à la Renaissance? C'est qu'on va commencer à s'intéresser à notre rapport concret aux choses, à notre rapport concret à la réalité et au fait que ces objets racontent quelque chose du divin. Si on va vite, 1515, c'est pas vrai, mais ça va nous réveiller, c'est Saint François d'Assise, c'est-à-dire un intérêt pour les animaux, un intérêt pour la nature, pour les plantes. En vrai, Saint François, c'est vraiment avant. Mais en gros, on commence à dire un oiseau, comme il s'appelle le cinéaste Uccello Uccellini, les petits oiseaux, c'est les créatures de Dieu. T'as pas ton micro, Monsieur Marie? C'est Pasolini? Non. C'est Pasolini. Oui, voilà, c'est ça. C'est si on veut découvrir Pasolini sans un truc trop trash, il est bien celui-là. Uccellacci et Uccellini. Voilà, les oiseaux, c'est des créatures de Dieu et on peut les écouter, les regarder et on voit ça chez Giotto dans les premières peintures pré-Renaissance. Là, on est en 1300. Et donc, notre rapport au monde va être changé. Notre respect, entre guillemets, je vais garder les animaux pour cette raison-là, ils n'ont pas encore une âme. C'est en train de venir au XXe siècle. Ce qui fait qu'on va moins les manger, c'est dans l'air du temps. Ou en tout cas, ne plus leur faire de mal et ils vont avoir des droits. Mais dès ce passage de la première à la seconde Renaissance, le rapport au monde est changé, modifié. Ça serait vraiment long à faire, même si c'est au cœur de ce que je raconte. Résultat, on va peindre des objets, puisqu'ils nous intéressent en tant que créatures, pensée de Dieu, symbole de Dieu. Mais le verre était dans le fruit. À partir de cette Renaissance, c'est-à-dire là 1400, 1500, 1600, 1700, on va petit à petit s'intéresser aux objets pour eux-mêmes, puisqu'on va commencer à les étudier, à les dessiner, pour savoir comment ils sont. Et ce très beau autoportrait de Dürer va avec
ce merveilleux série de dessins d'oreiller qui sont d'une modernité folle. J'ai d'ailleurs vu ce dessin d'oreiller reproduit sur une tête d'oreiller. Voilà le contemporain, monsieur, c'est ça. Le jeu du décalage tout le temps. C'est très beau. Ça, on peut se gargariser des fois aussi, hein, bêtement, on n'est pas obligé de tout expliquer. Voilà, du trait avec une variété de... Vous voyez, c'est une sorte de plume à l'encre qui fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de hachures, mais qu'elles sont... son trait est assez varié, il est interrompu, il reprend un peu plus large, il va être complété par des hachures, mais par endroits, ces hachures cassent le contour, il a tendance à sortir. Et puis aussi parce que c'est ce qui le rend si contemporain, ce dessin, c'est que un oreiller, c'est la trace de quelqu'un qui avait sa tête dessus, en fait. C'est pas un objet tout simple, comme tous les objets, d'ailleurs. Enfin, une pomme, tant qu'elle n'a pas été mordue, elle reste encore un objet, mais cette question dans les objets qui est en train de naître à la Renaissance, c'est le rapport qu'on a avec eux. Quand je bouffe un objet, il est déjà plus tellement objet. Et c'est pour ça que Bertrand d'Orléac appelle ça les choses. Dans le mot chose, il y a quelque chose de notre interrelation avec les objets. Puisque objet, c'est ce qui est jeté devant nous. Voilà, j'en profite pour vous montrer, ça n'a rien à voir, je suis arrivé au 19e siècle, mais un peintre merveilleux, 1870, c'est en même temps que les impressionnistes. Et comme je ne savais pas où le foutre, je me suis dit, je vais le mettre dans l'introduction comme ça, sans raison. Il s'appelle Antoine Volon. Voilà, il pas facile de trouver des choses. On est vraiment au passage du réalisme à l'impressionnisme, de cette toile-là qui est toute la tradition de la nature morte, qui reprend même le petit singe qui va voler la nourriture, qui est un jeu avec l'abondance et le fait qu'il n'y ait plus d'abondance, qu'on va retrouver au cœur de nos natures mortes. Et puis la deuxième partie de son travail à Volon, du beurre, qui est devenu un vrai morceau de peinture, c'est le cas de le dire, dans tous les sens du terme. C'est tartiné, c'est-à-dire la nature morte, c'est l'opportunité pour l'artiste de jouer avec ce qu'il voit et de... Attendez, il faut que je retrouve ça, ça doit être pas mal. Et de montrer de quelle façon on sait peindre. Meyer Shapiro, qui est un des... Avec Gombrich, celui qui va le plus étudier la Renaissance flamande. Hop, je vais montrer un petit Renaissance flamande, on va être dedans directement. Il s'appelle le retable Mérode, il date de 1425. Il dit un truc, c'est ça aussi, il y a des gens intelligents, c'est dans Style artiste et société, 1983. Les choses dans une nature morte forment un tout cohérent. C'est-à-dire, si je joue avec les mots, tout seul, c'est un objet. À plusieurs, c'est des choses. Ça me permet de continuer à dire que les choses, c'est ce qui a des liens entre elles et ce qui a des liens avec nous. Les choses dans une nature morte forment un tout cohérent, comme les personnages dans une scène d'action. Quand je compose plusieurs personnages, il y a interaction nécessairement. Et même si on les met en randonnion côte-côte, le spectateur va faire un lien. Dans la nature morte, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, ce n'est pas juste la représentation de ce qui est devant nous, ce n'est pas juste le tour de force de l'artiste, c'est aussi un lien qui s'est fabriqué dans la composition, mais aussi dans le rapport qu'on va faire entre les objets qui font qu'ils ne seront plus seulement des symboles. Je recommence. Meyer Shapiro suggère que les choses dans une nature morte forment un tout cohérent, comme les personnages dans une scène d'action, mais pour saisir l'unité de la nature morte, il faut connaître le contexte des objets dans la réalité, le rapport étroit qu'ils ont avec un état d'esprit, une préoccupation, une circonstance donnée. Alors là, il nous a rajouté un truc super difficile, c'est qu'il a rajouté le fait qu'il allait falloir qu'on connaisse ce que signifie l'objet au moment où on l'utilise. Et voilà, les historiens de l'art repartis pour un tour. C'est-à-dire, si une orange est rare au 15e et qu'elle est fréquente au 20e, quand Michel Blasi la laisse pourrir et regarde comment elle est belle dans son pourrissement, au 20e, il est toujours vivant, au 21e alors encore, elle n'a pas le même sens évidemment que la pratique de cet objet. Et c'est là où le travail d'historien de l'art et
et de philosophie est au cœur du livre de Bertrand d'Orléac. Voilà. Ce qui est un peu particulier dans Robert Campin, alors on n'a quasiment rien sur sa vie. Il y a un type qui traîne qui s'appelle le maître de Flémal, à qui on attribue plusieurs choses. Vraisemblablement, Robert Campin serait le maître de Flémal, mais on a encore, c'est vraiment c'est le prof de Van Eyck, on va dire ça comme ça. Donc on est encore dans une époque où l'art est artisanal et où il ne s'agit pas de signer les œuvres et donc de les reconnaître comme le style de quelqu'un et la caractéristique stylistique qui va avec, qui fait qu'on l'aurait payé. Par contre, c'est un chef-d'œuvre, hein, tout simplement parce que vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais il y a de la ville, et un système de volets qui est assez chouette, une précision dans le rendu des objets de la vie de tous les jours, qui font que Panofsky va se régaler parce que Joseph est en train de fabriquer une souricière et qu'il y a 3 occurrences dans Saint-Augustin du fait que le Christ, avec la croix, fabrique une espèce de ratière pour attirer le mal, pour isoler le diable. Donc, il y a, on va dire, parce que je suis incapable de le contredire, un symbole de la vie de tous les jours, mais qui signifie quelque chose. C'est-à-dire, Joseph travaille le bois, il est au travail, même s'il y a un symbole qui est beaucoup plus amusant encore, c'est tout simplement que Marie reçoit l'Annonciation, reçoit le signe et les donateurs sont à gauche, dans la ville. Par contre, elle n'est pas encore mariée avec Joseph, alors que là, on dirait qu'ils sont déjà en couple, en ménage. C'est pas du tout prévu par l'histoire, cette histoire. Et donc, à l'intérieur de cette représentation d'un moment chrétien, avec des détails merveilleux, hein, une bougie, pas de bougie, un Saint-Esprit qui arrive avec sa petite croix, quand même pas mal. Une représentation pas si maladroite que ça, même si la table a l'air un peu cubiste, hein, mais voilà, des symboles dans tous les sens, sur les lions, sur le rapport à la cheminée, sur cette bougie qui s'éteint au moment où le souffle de l'esprit arrive, les donateurs qui ont l'air d'ouvrir la porte et de regarder, c'est tout à fait nouveau aussi, puisqu'on représentait déjà des images chrétiennes, mais pas avec des gens de la vie de tous les jours, et pas surtout avec une capacité de détail, de regard sur le monde aussi belle, et aussi précise. C'est la peinture à l'huile, petite surface transparente qu'on laisse sécher, qui permet aussi d'avoir ce degré de précision, jusqu'à voir les lieux et les reconnaître. Bon, Robert Campin, c'est un chef-d'œuvre. On a une vingtaine de choses, une quinzaine. Voilà, la représentation du monde, elle est ici, elle ne sert pas seulement à situer, en fait, elle sert pas seulement, elle montre le savoir-faire de l'artiste qui est en train d'arriver comme manière autonome de savoir-faire, et elle est en même temps l'occasion de découvrir le monde. Voilà comment, de symboles sacrés, petit à petit, les objets, la nourriture vont prendre leur autonomie. Et à un moment donné, je dis plus rien, c'est vraiment très beau. Hein. On est en 1425. Je rappelle Raphaël 1515. 100 ans après. Et notre petit dessin de Dürer, 1494. Donc on est 70 ans après ça. On est dans le même souci, Dürer, Campin, de la précision d'orfèvre, qui est souvent le deuxième métier de ces artisans. Le Van Eyck, élève de Campin. C'est très difficile de dire lequel est le meilleur, hein, mais allez, je dis que c'est Campin, juste pour que tout le monde ait envie de fouiller. Le chef-d'œuvre des Arnolfini que je ne vais pas développer.
puisqu'il s'agit de dire la même chose, en fait. Le savoir-faire de l'artiste qui sait copier le réel à la précision, une bougie allumée, pas les autres, le rendu de la matière, et pour une des premières fois dans l'histoire de l'art, la signature, avec non seulement le nom, mais le nom, on dirait Meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway, c'est-à-dire le nom du peintre comme témoin. Si vous avez l'occasion, dans ce film, on commande 11 ou 12 dessins au peintre de la maison, et puis lui, c'est un fanfaron, il est beau gosse, il est talentueux comme tout, il fait ce qu'il veut. Et donc, il dessine, et puis petit à petit, un peu comme dans Blow Up, il voit des trucs qu'il n'aurait pas dû voir, il dessine des trucs qu'il n'aurait pas dû dessiner du tout, et de dessinateur, il devient témoin, et on va le zigouiller. Je n'ai pas défloré le film en disant ça, parce qu'il faut le voir plusieurs fois pour y comprendre quelque chose. Ce qui est écrit en bas, c'est Johan Van Eyck était ici. Et on a le témoignage dans le miroir derrière eux des époux. Alors, s'il y a longtemps que vous avez mis le nez dedans, même relisez les pages Wikipédia, parce que elle n'est pas enceinte, hein, sinon, en effet, il serait temps de se marier. Pour les beaux-parents, ça craint. On a cette représentation divine, ce savoir-faire d'objet, hein, de nature morte, et dans le verre en relief, le peintre lui-même et un autre témoin, en rouge apparemment. Ce savoir-faire, il se retrouve ici aussi. Voilà. Donc on n'a pas tout à fait une nature morte. Pas vraiment. Quand on la prend comme ça, si, mais quand on la regarde là, non. Elle est le symbole de richesse, de pratique de piété, de désir de reconnaissance de sa foi. C'est-à-dire que les objets symbolisent quelque chose. Ils sont là pour, dans l'histoire du retable Mérode, ils sont là pour signifier le temps qui passe, l'histoire en entier, chandelle allumée, éteinte. Et même chose dans l'objet là, le fait de... On dit que le chien serait symbole de fidélité. Mais il est aussi le début de peindre des chiens, de les peindre. Il a l'air sympa ce chien d'ailleurs. C'est assez étonnant qu'il soit calme. C'est pas son genre, à ce genre de chien. Vous voyez, on va commencer à voir aussi par ce moyen-là une façon pour le spectateur d'entrer dans l'œuvre. Les symboles vont devenir plus prosaïques, plus simples à comprendre. Alors, je l'ai mis là. Ah, je vais pas le dire là. Ah si, je vais le dire là. Nature morte inversée. On a donné ce titre-là et j'ai pris 6 exemples qu'on va revoir. Parce que Peter Hertzen, 1508, je suis vraiment dans les mêmes périodes. On est dans la peinture flamande, beaucoup de détails, beaucoup de précision, beaucoup de savoir-faire d'orfèvre. Il va être le professeur vraisemblablement du Buckler que je vais vous montrer, parce que Buckler va être le premier à représenter beaucoup de nourriture, des scènes de marché, des scènes de cuisine. Là, on va avoir des détails de nourriture, de comment on mange, de comment on fait, qui sont à la fois le savoir-faire du peintre, ça je vais le répéter tout le temps, c'est-à-dire je sais représenter le monde à la perfection. Je montre à la fois la fragilité du monde, c'est-à-dire l'abondance. On peut avoir à manger des belles choses que Dieu a créées et qu'on va manger ou qu'on va partager. Et en même temps, la fragilité du monde qui est la mort de ces objets, la disparition, puisque le premier des symboles de cette nourriture, c'est celui d'apparaître et de disparaître. Et dans cette profusion, dans la façon de montrer cette profusion, parce que je reviens à mon premièrement, le savoir-faire du peintre, c'est que, je vous jure, peindre des steaks ou peindre des moules ou des huîtres, c'est hyper dur. Tout simplement, c'est informe en fait.
Un œuf, c'est compliqué parce que c'est simple, et on va voir que Dali va beaucoup s'amuser avec ça, et un poulet, ben, ça a une forme en fait. Mais les steaks, les objets, ben, le beurre de Vallon tout à l'heure, très très compliqué parce que c'est la peinture à sa limite en fait, à presque plus de dessin, juste les rapports de couleurs, les rapports de valeurs, les rapports de ton. C'est une sorte de défi de savoir-faire, et on voit qu'il est à la fois en train de montrer sa capacité, mais aussi de faire plaisir à ceux qui regardent. Voilà, et on a faim, vous allez pas tenir jusqu'à midi. Et deuxième chose, mais je vais développer en montrant Buckler, c'est, j'espère qu'on dit Buckler, parce qu'on dirait que je dis un nom de bière. Je vais garder. Aussi, qui sont les commanditaires? Il s'agit de montrer la richesse de celui qui paye, la richesse du monde dans lequel il vit, la richesse du monde marchand qui se développe à ce moment-là, voilà, qui fait qu'on sait cuisiner, on en a pour notre argent. Et s'il y a nature morte inversée, c'est tout simplement que chacune des 7 images que j'ai choisies là montre à chaque fois, enfin fréquemment ici aussi, euh, la vanité de cette possession. En fait, c'est soit le... Et donc on a à l'intérieur de l'image une fenêtre ou un miroir qui renvoie à l'arrière, qui inverse la nature morte de Arsène. Et chez Buckler, le Christ qui est chez Marthe et Marie, dont vous vous souvenez, c'est comme ça que les natures mortes vont arriver. Marthe et Marie accueillent le Christ, et l'une d'elles écoute le Christ et son message, et l'autre se tape toute la vaisselle, et puis au bout d'un moment, elle se plaint, ce qui est vrai d'ailleurs. Oui, c'est moi qui fais le sale boulot, et puis pendant ce temps-là, ben, on t'écoute. Et le Christ répond quand même quelque chose de très intriguant, intellectuellement aussi, c'est que euh, Marie a pris la meilleure part, c'est-à-dire elle m'écoute. Ce qui pourrait être interprété comme misogyne, c'est pas qu'une plaisanterie, c'est que il faut bien que quelqu'un fasse la vaisselle quand même. Et donc le Christ, pourquoi dit-il quelque chose d'aussi anti-prosaïque? Pourquoi est-ce que... Alors en effet, il n'est pas là pour faire la vaisselle. C'est-à-dire le message qu'il a à passer est plus important que ce monde animal, réel, qui passe. Lui, il est là pour l'éternité quand même, il est là pour un message fort. Voilà, chez le Buckler 1570, les 4 éléments, l'air, le feu, pardon, qui va avec la cuisson, il va faire 4 tableaux que je vais vous montrer, qui sont un savoir-faire technique jusqu'à montrer les coquilles de moule sur le sol, parce que le poisson est tout aussi important que la viande au XVIIe, au XVIe en Flandre, et toujours cette scène de nature morte inversée. Donc la nature morte aussi en procédant comme ça. Donc objet prosaïque sans intérêt, jamais représenté, commence à arriver dans l'histoire de l'art par une signification, et on a des tas d'épisodes de vin, de pain qui font qu'ils vont être peints. Je n'ai pas montré de XVIIe siècle espagnol, mais il y en a plein aussi. Voilà, le symbole, dans mon souvenir, Audrey, on a montré, mais j'ai un doute. Bon, il nous reste des séances pour en montrer. Ou Catherine, comme ça je ne risque pas de me tromper. Mais là, on représente des objets qui n'ont pas de signification religieuse directe. On en trouvera toujours, hein. Les poissons, il faudra attendre Courbet pour que les huîtres de la Loue redeviennent des huîtres, des truites, des pauvres truites pendues à un crochet, qu'elles deviennent simples comme ça. Et la bascule se fera avec Chardin. Ce que j'essaye de montrer là, l'introduction permettait de voir que la nature morte, c'est un sujet plus compliqué que juste peindre des objets, parce qu'elle est mise en retrait, et que les objets eux-mêmes sont mis en retrait. J'essaye de montrer dans ce morceau-là que la façon de les peindre comme un genre en soi s'appuie sur la religion. Mais vous voyez, elle s'appuie par un ajout astucieux de mettre les scènes religieuses dans le fond. Encore Buckler, cette cuisinière n'était finalement pas la plus importante. On a à nouveau Marthe et Marie, enfin Marie dans le fond.
Si vous souhaitez que j'arrête un instant, vous me le dites. Pour aller chercher un petit café. Je peux faire ça dans 10 minutes, si vous voulez. Snyder, c'est plus récent. À nouveau, la scène. Mais là, ce qui devient intéressant, c'est cette bascule que je vais montrer maintenant. C'est que la scène qui est derrière n'est pas une scène religieuse. C'est une scène de vie, d'occupation. La nature morte ne va pas forcément être là que pour elle-même. Par contre, dans ce que nous a montré Audrey, ça j'en suis sûr, on a un très beau rafraîchisseur de vin. Une façon de servir et de montrer les objets de la nature, mais les objets fabriqués par le service. Sinon, la disposition ne serait pas très compréhensible. En fait, vous notez quand même que on est comme dans une espèce d'inventaire de matériaux, de matières, pour montrer le savoir-faire de l'artiste. Pour, vous voyez, 3 petites plumes, elles ne sont pas là pour occuper le vide de l'ensemble. Le tissu blanc est là pour faire ressortir la tête noire. Et ici, on est plutôt dans la profusion. Ici, on est dans les nuances de couleurs. Ici, on est dans le traitement du poil. Ici, on est dans... Parce que c'est quand même des objets, c'est vraiment pas commode à faire. Hein. Ici, on est dans le foisonnement de choses qui finissent par se mélanger. Et hop, on revient à la sobriété. Mais les verres, ça se met pas par terre, ça se met sur une table. Donc, il s'agit de montrer aussi, dans une disposition d'objets, que ces objets, dans la relation qu'ils ont, peuvent être des choses. Je continue à garder cette différence artificielle, mais qui montre qu'il y a relation entre ces objets. Et qu'ils sont à l'intérieur d'une situation plus générale qui les dépasse. Arsène est le professeur de ce Buckler qui va... et ça m'intéresse parce que c'est encore une étape au-dessus dans la représentation du monde végétal et alimentaire et le monde animal alimentaire, les scènes de marché. Voilà, vendeuse de fruits, on est scène de marché, où, alors là c'est important pour passer des Flandres du XVIe siècle à la Hollande du XVIIe siècle, toujours un symbole, on était dans un symbole religieux et on va par flottement, ça intéresse beaucoup un sémiologue qui s'appelle Todorov, qui fait de très beaux livres sur éloge du quotidien, sur ce que signifient les natures mortes ou les scènes d'intérieur. Il y a toujours des symboles qui sont de religieux vers moraux. C'est-à-dire, on a la profusion des objets, le désir de les posséder, l'abondance, mais toujours en vis-à-vis soit une leçon de morale qui dit tout passe et il ne faut pas rigoler avec ça, soit des allusions vraisemblablement sexuelles. Je dis vraisemblablement pour votre pudeur, mais pour s'en amuser, parce que là, c'est vraiment une blague de mauvais goût exprès. Oui, la dame, elle vend des moules, elle vend, je veux dire, je n'invente pas juste pour le plaisir de faire des astuces, c'est que dans les livres de Panofsky sur les primitifs flamands, on voit qu'il y a continuellement une symbolique sexuelle, de désir, parce que c'est ça qui va... Et Dali, plus tard, c'est la même chose, on désire manger quelque chose, on désire le posséder, l'avaler, et après, ce désir passe. Et il y a dans la sexualité quelque chose de cet ordre-là, évidemment. Et donc, il s'agit, c'est l'ambiguïté qui est passionnante dans la peinture hollandaise, qui plaît à Todorov, c'est qu'il s'agit d'avoir envie des objets, d'en montrer une image qui fait envie, de rappeler que c'est pas bien d'avoir envie quand même, donc, et que cette envie succède à une sorte de lassitude, donc c'est un désir qui est trop terrestre. Mais ce que Todorov indique qui est très intéressant, c'est qu'il y a toujours une ambiguïté morale. On n'est pas certain que dans les images qui sont montrées, il y a ambiguïté morale, c'est-à-dire c'est à la fois bien de désirer des trucs, des dames, des saucisses, des fruits, des légumes, mais en même temps c'est mal parce que c'est terrestre et qu'il y a quelque chose d'après la vie pour les religions. Mais cette ambiguïté morale, Todorov dit qu'elle est maintenue exprès, en fait, qu'elle est au cœur de la
peinture et de l'état d'esprit de cette Flandre et de cette Hollande du XVIe, XVIIe siècle. C'est-à-dire que c'est pas que ça ait un sens canaille et en même temps religieux et qu'il faudrait comprendre l'un ou l'autre. Todorov fait l'hypothèse qui est intéressante qu'il y a les deux dedans tout le temps. Voilà, on mange, on bouffe, dans le fond, ça rigole, on fait des pirouettes. Est-ce que c'est comme un poster à la fête foraine avec des trucs un peu canailles que j'achète et que je mets dans ma chambre d'ado? Est-ce que c'est la même chose mais inversée, c'est-à-dire c'est fait pour montrer, ce serait très curieux comme état d'esprit, mais c'est possible, pour montrer ce qu'il ne faut pas faire? C'est très curieux parce que moi je suis prof, je sais très bien que si on dit ce qu'il ne faut pas faire, c'est quand même ce que les élèves vont faire en tout premier, hein, on est bien d'accord. Et que des fois, il faudrait peut-être mieux pas leur montrer, mais, sauf si on souhaite, ce qui arrive aussi maintenant dans les profs nouvelle génération, qu'on veut qu'ils essayent de faire ce qu'il ne faut pas faire. On est plutôt dans l'expérimentation. Voilà, il y a toujours quelque chose de la vente, d'un regard tout à fait misogyne sur le fait que la femme est à vendre aussi. Il n'y a jamais d'homme dans cette situation-là, hein. C'est un objet de désir et de possession qui est associé à la nourriture, mais qui nous donne des natures mortes qui bientôt vont devenir des objets en soi. Mais chez Todorov et dans cette peinture flamande, il faut quand même qu'on s'arrête dessus parce que c'est aussi ce que la peinture à l'huile peut donner de meilleur. La peinture à l'huile met du temps à sécher, elle est assez fluide, elle peut être opaque, elle peut être transparente, et donc on va pouvoir jouer avec des effets de matière qui sont très différents. Je fais une astuce absurde exprès. L'acrylique existe que vers 1950, hein, donc ça ne peut pas avoir lieu. L'acrylique, c'est toujours transparent. Même si tu mets des épaississants, des trucs, du sable dedans, c'est transparent, c'est chiant. Par contre, ça sèche très vite et donc on peut faire des petits jus superposés. La peinture à l'huile a la vertu de son défaut, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses très liquides avec des couleurs qui ont peu d'opacité, qu'on mélange à de l'huile, on va dire un peu cicative, mais aussi, plutôt les terres, elles peuvent être empâtées, c'est-à-dire on va mettre un peu plus d'épaisseur. Et épaisseur ne veut pas dire une tartine beurrée, ça peut être une couche légère, très bien passée avec, comme on peindrait une carrosserie de voiture, avec plus du tout l'apparence des coups de pinceau, qu'on va laisser sécher et sur laquelle on va pouvoir revenir avec des petites choses transparentes. On va jouer continuellement opacité, transparence, pouvoir couvrant, pouvoir transparent, ce qui n'est pas la même chose. Je ne sais pas si c'est très clair. Je dis souvent, quand je donne les cours de peinture, et ça va vous achever d'avoir faim, tout le monde voit une petite une crème caramel. Donc je propose que disparaissent immédiatement ceux qui mélangent la crème et le caramel. C'est des cons, c'est simple. On est d'accord que la crème est opaque et que le caramel est un peu brillant et que le jeu, c'est que quand quelque chose est opaque en dessous, il va révéler la brillance de la transparence. La peinture à l'huile, c'est ça. C'est que tout ne doit pas être touillé et on va jouer continuellement avec ce qui est dessus, ce qui est dessous, ce qui suppose, Madame Liebig, d'être patiente, mais qui suppose aussi un jeu infini avec ces frottaillements, parce qu'on peut passer des choses transparentes à sec, liquides. On peut même, accrochez-vous pour ceux qui en ont déjà fait, on peut faire des glacis, c'est-à-dire une couleur très liquide avec beaucoup de médium, dans le frais. Ça suppose d'aller très très vite. C'est-à-dire que la peinture étant encore fraîche, on va passer dessus une couleur très liquide sans la déranger. Et donc, on a chez Beuclair une virtuosité, c'est sans fin, mais on a, par le prétexte de la représentation du marché, le tour de force de l'artiste, de sa connaissance des matériaux et de la diversité du monde, et des gens. Vous voyez, un petit monsieur qui est déjà en train d'en piquer un petit peu. Des gens qui bossent, de la vraie vie en fait. C'est Hegel qui simplifie l'histoire de la peinture, et pour lui, il y a 3 moments, hein. Il y a, en art, il y a les Grecs, la Renaissance italienne et les Hollandais du XVIIe. Point. Et les Espagnols, les Anglais, ça n'existe même pas. Hegel fait des grands raccourcis. Il faut dire qu'il a retracé toute l'histoire du monde et de l'esprit. Alors, il n'a pas le temps de faire dans le détail.
il dit que d'où vient ce goût pour la représentation du monde. Il a une hypothèse qui est merveilleuse, c'est que il dit que la bourgeoisie hollandaise là du XVIIe siècle, parce que là je suis en 1564, donc je suis encore au XVIe siècle, mais ce début de bourgeoisie, c'est les habitants des bourgs, des villes qui vont commencer avec si Catherine veut bien que je dise ça, cette première industrialisation à développer la façon de fabriquer des fruits, des légumes, des objets en plus grosse quantité que pour se nourrir, et donc à les diffuser, à avoir tout un système marchand de circulation des biens. Et avant que j'oublie, dans l'introduction de Bertrand d'Orléac, il y a une merveilleuse référence qui a beaucoup de sens. En fait, les objets vont devenir des sujets de peinture par la religion, qui va y voir un symbole de Dieu. Et Marx, à une époque où la religion s'en va doucement, et Marx aimerait bien que ça s'en aille plus vite même, il parle du caractère fétiche des marchandises. Un fétiche, c'est un truc qu'on a envie de garder. Voilà. La marchandise dans le système capitaliste est devenue aussi un objet presque religieux. On a envie d'avoir cet iPad. Et je reviens à Hegel, il dit que cette richesse du monde, il y a un historien qui parle Simon Schlama, qui parle de l'embarras des richesses. Il y a tellement de richesses dans la Hollande de cette époque-là qu'il y en a trop, en fait, et qu'une des choses qui arrive dans les textes, dans les punitions, dans les jurisprudences qui se créent entre les Hollandais, c'est cette idée d'être perdu par le trop de richesse. Ce qui va aller avec le protestantisme hollandais, hein. C'est-à-dire d'être light. Si je peux résumer le protestantisme en une phrase, c'est quand même pas facile. Ce que Hegel dit, c'est que finalement, ce plaisir de la richesse, le Hollandais a envie de l'avoir une seconde fois, en fait. Il sait qu'il possède le monde, il sait qu'il possède tout, qu'il peut l'explorer loin parce que il va jusqu'au Japon. Il n'y a que les Portugais à cette époque-là qui sont à la même hauteur. Mais les Hollandais ont des meilleurs agents de presse parce qu'on connaît mieux leur art du XVIIe siècle que celui des Portugais, qui peut être très très beau d'ailleurs. Ils possèdent le monde entier, ils circulent partout, ils rapportent des épices, ils rapportent des tulipes. Tous les objets sont à eux. Et ce que Hegel dit, c'est que la peinture hollandaise a envie d'avoir le monde une seconde fois à sa disposition sur ses murs, pour se rappeler qu'il le possède. Et l'ambiguïté dont parle Todorov est présente aussi, c'est-à-dire je veux tout, je veux montrer que je l'ai. Et si j'ai parlé, ça a l'air d'être en contretemps, du rapport de la bourgeoisie à la nourriture, ça va avec ça. Je l'ai juste montré plutôt au XIXe siècle avec Manet, Caillebotte, Chabrol et Buñuel. C'est-à-dire montrer qu'on possède des choses est une façon de s'exhiber. C'est toute la maladresse, entre guillemets, bourgeoise que moquent Chabrol et Buñuel, mais c'est aussi montrer le plaisir de posséder, de partager et d'avoir, qui va valoriser l'art. Toujours Beucler, hein, là c'est les 4 éléments, l'eau. Un inventaire merveilleux de poissons, sous toutes leurs formes, hein, découpés, pas découpés, au mi-temps d'être mort, pas mort, ce qui est aussi un sujet pour un peintre, ce moment de la disparition, de la perte. Ils sont passés où mes autres Non, ils arrivent derrière. Oh là là, c'est vachement bien fait. 4 éléments. Le feu. Ah, j'ai pas écrit. Si, la terre. Mais oui, ça pousse. Le feu. L'air. C'est pour toutes les volailles. L'eau, je viens de le passer. J'en finis avec ce morceau-là parce que Joachim Beucler a fait une peinture en 1563 qui vous rappelle un célèbre bœuf écorché. Et au cœur de la bascule, soit vers la deuxième partie, soit vers la pause café, il y a quelque chose qui est intéressant que je peux résumer facilement, c'est chez Beucler, la viande ouverte, c'est pour donner faim ou pour montrer qu'on la possède. Chez Rembrandt, elle a quelque chose de touchant.
et on va basculer dans quelque chose qui est moins formel, moins à distance, dans la peinture du XVIIe siècle hollandais. Il y a quelque chose du rapport au spectateur qui est changé. Exemple, ça c'est Buckler, 1563. C'est le dossier Boeuf, il est là. Et on voit que la scène autour, derrière, le commerce entre les humains, qu'ils soient ménagers ou extra-ménagers, fait qu'il n'y a pas que le tour de force de la pièce de bœuf, mais que chez Adrian van Ostade, on est en 1650, il y a évidemment le regard sur cette richesse, sur aussi cette éphémérité, c'est-à-dire, voilà, c'était bien vivant, c'est ouvert et ça passe. Si on s'en rend pas compte, la tête de cochon est derrière, oui, j'ai écrit bœuf. La tête de cochon est derrière, et aussi le gamin, les joues gonflées, tous ces éléments qui montrent le côté éphémère, en fait. Et évidemment, vous devez le deviner, quelque chose en croix qui rappelle, il y a encore du symbole religieux, un Christ crucifié, qui se retrouve souvent, hein. Il y a des comparaisons animales du sacrifice du Christ, qui font que cette espèce de forme qui va évidemment plaire à Soutine ou à Bacon, sans le religieux, quoique. Il y a nécessairement une espèce de lien vers un symbole dans la représentation de l'aliment, qu'il soit appétissant pour avoir envie de le posséder, et donc il y a un symbole plutôt moral, qu'il soit repoussant ou cruellement ouvert comme un signe de disparition, de mort, et donc de religion. Mais ce qui est en train de basculer là, c'est un intérêt pour le détail et pour le rendu que l'artiste sait faire. Là, c'est Caspar Netscher, c'est très beau aussi, dans le rendu de détail de l'art du peintre et de la possession visuelle même de ce qui est devant nous. On a envie de posséder le monde et de le regarder. Et donc, on peut aussi, pour le pur plaisir du peintre ou le pur plaisir du regardeur, tout doucement, ça commence là, ne pas avoir de symbole derrière. Ce qui fait que le bœuf de Rembrandt, on est en, regardez, 1665, j'ai fait exprès de l'inverser, 1655, 1660, 1650, 1563. Là, je suis 100 ans avant Rembrandt. Chez Rembrandt, les deux choses se réunissent. J'ai toujours l'impression que je répète toujours la même chose. C'est plus touchant parce qu'il y a la tête de la petite tête de la dame derrière qui passe la tête. C'est pas un truc à la Soutine. C'est pas un truc de force, d'écartèlement, de couleurs orange et bleu qui contrastent. On est en 1926. Là, on est dans des tons voisins, mais on est aussi dans quelque chose. La photo rend pas hommage parce que c'est dans la pénombre, mais si c'est dans la pénombre, on voit plus la tête de la dame, alors il faut faire un choix. Il y a quelque chose d'un morceau de peinture qui fait que l'empattement, la couleur, le dessin qui survit, parce que pour faire ça, il faut encore que ça soit très dessiné, hein, sinon ça fait de la guimauve. De la puissance de la couleur, de suggestion, parce que contrairement aux idées reçues, il a l'air autant sanguinolent lui que lui. Lui est sanguinolent parce qu'il est orange-rouge et qu'il sort sur du bleu, mais lui, il l'est parce que c'est par interstice, en fait, par petits morceaux qu'il saigne. Donc on a un vrai tour de force du peintre qui montre son intérêt pour les objets de la vie de tous les jours et qui montre son savoir-faire à les valoriser. Mais il y a quelque chose que j'ai appelé gentil dans le fait qu'on n'est pas seulement en train de regarder un corps écartelé comme un Christ, qu'on peut voir comme symbole, c'est quand même pas exagéré, hein. Même si c'est de cette façon-là que c'est attaché, on peut aussi le voir comme un objet peint. Et petit à petit, le symbole religieux est en train de s'en aller. J'ai mis Monsieur Chardin, que je vais décrire plus tard,
tout simplement parce que dans cette nature morte qui mélange à gauche les vivants, les huîtres et les chats, qui font mauvais ménage, à droite les objets morts, définitivement posés, au centre, comme un Christ presque souriant, cette raie qui est entre les morts et les vivants, pile au milieu, dans une magnifique composition en M, avec 2 triangles, un grand triangle et 2 petits triangles. On ne peut pas faire mieux, mais elles me permettent en parlant de ce passage, un petit Bernard Buffet qui n'est pas fameux, mais qui montre que cette figure du bœuf revient très souvent, montre qu'avec cet intérêt pour la nature morte et les objets de l'alimentation, on va basculer doucement vers l'objet pour lui-même, qui ne signifie pas autre chose.